Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je m'appelle Tchèdian Fané, professeur à la faculté des sciences économiques et de gestion, FSEC. Ce cours est dédié aux étudiants en licence 3, semestre 5 de la faculté des sciences économiques et de gestion. Donc nous allons aujourd'hui parler du diagramme de Gantt, un outil de planification et opérationnel en gestion de projet. Le plan de ce cours, nous allons d'abord introduire, ensuite une définition, les objectifs du cours, ensuite la méthodologie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire tracer le diagramme de Gantt. Et ensuite, on donne un exemple d'application, une conclusion, et puis la bibliographie. Introduction. Le diagramme de Gantt est l'œuvre de Henry Gantt. Henry Gantt est un ingénieur américain. Il est consultant en management. En fait, ce monsieur, il est né en 1961 et il est décédé en 1919. Il a inventé cet outil précieux, n'est-ce pas, en gestion de projet en 1918. Et il se trouve aujourd'hui largement utilisé dans toutes les sphères, n'est-ce pas, de l'ordonnancement des tâches en gestion de projet ou bien en gestion de qualité et dans d'autres modules de gestion. Le diagramme de Gantt est encore appelé diagramme à bas ou bien graphique de Gantt. Définition du diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt est un outil permettant de planifier le projet et de rendre plus simple, n'est-ce pas, le suivi de son avancement. Donc, en regardant le diagramme de Gantt directement, vous voyez quelle activité commence à quelle date et ça termine à quelle date. Donc, cet outil a pour objectif, n'est-ce pas, la visualisation des charges sur les ressources et dans le temps. Donc, la représentation des ordres d'exécution des différentes activités. Donc, vous allez par exemple faire la fondation d'abord. Si vous voulez faire une maison, vous allez faire d'abord la fondation avant de monter les murs et ensuite la toiture. Donc, quand vous avez affaire avec le diagramme de Gantt, vous voyez clairement que vous devez d'abord faire la fondation. Donc, quand on codifie ça par A et ensuite monter les murs et ensuite faire la toiture par exemple. La méthodologie. Donc, pour tracer un diagramme de Gantt, il faut d'abord faire l'inventaire des différentes tâches. Donc, on l'avait déjà fait dans le cadre logique lors de la planification stratégique. Donc, on détermine les antériorités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que telle tâche doit venir avant telle tâche. Donc, évaluer l'effectif total par unité de temps. Donc, on va voir combien de personnes doivent, n'est-ce pas, intervenir pour l'exécution de l'activité A et combien de personnes aussi doivent intervenir pour l'activité B, ainsi de suite. Pour la construction, on va prendre un exemple, n'est-ce pas, la construction d'une voiture. Pour la construction d'une voiture, n'est-ce pas, les activités que nous avons ici sont les activités A, B, C, D et E. En fait, A, B, C, D et E sont des codes que nous avons utilisés. Après, on va déchiffrer ce que ça veut dire. Donc, travail à faire. Il faut d'abord commencer par l'inventaire des différentes activités. On l'avait déjà fait lors de la planification stratégique. Déterminer les antériorités. Donc, déterminer les antériorités, ça veut dire que quelle activité doit être faite avant telle activité. Ensuite, on va tracer le diagramme de Gantt. L'inventaire des activités, qu'est-ce que ça veut dire? L'inventaire des activités consiste à déterminer les différentes activités, leur durée et leurs effectifs. Donc, on va voir, n'est-ce pas, quelle activité doit venir en premier lieu. Ensuite, on va voir les différentes les durées, n'est-ce pas? La durée, on va affecter à chaque activité une durée et des effectifs. Les effectifs, c'est-à-dire le nombre de personnes qui doivent intervenir pour exécuter cette activité. Voilà un tableau illustratif, n'est-ce pas,
de la durée des activités et leurs effectifs disponibles. Donc, on a ici l'activité A. L'activité A, n'est-ce pas? Élaboration, désignation, élaboration de croquis. Élaboration de croquis. Donc, sa durée, c'est ici 3 jours. Ça peut être 3 mois, mais ici, nous avons retenu 3 jours. Là, sa durée, c'est 3 jours. Et le nombre de personnes qui doivent intervenir, n'est-ce pas, sur l'activité A, ça fait déjà 4 personnes. On a maintenant l'activité B. L'activité B, c'est codifié par B. Et voilà, sa désignation, c'est la construction du châssis, n'est-ce pas, de l'automobile. Donc, il y a 6 personnes qui doivent intervenir, n'est-ce pas, à ce niveau. Non pas 6 personnes, c'est 6 jours, ça va durer 6 jours. Et 3 personnes doivent intervenir. Ensuite, on a l'activité C. L'activité C, ça c'est la construction du moteur. Donc sa durée, ça fait 4 jours. Et l'effectif, n'est-ce pas, ça fait 2 personnes. Ensuite, nous avons le montage du moteur et du châssis, n'est-ce pas. Donc leur durée, ça va prendre 2 jours. Et le nombre de personnes qui vont intervenir, ça fait 5 personnes. Et on a maintenant l'activité E. L'activité E, donc ça c'est la finition. La finition, ça va durer 8 jours. Et le nombre de personnes qui vont intervenir là-bas, ça fait tout simplement 2 personnes. On a maintenant les durées des activités et leurs antécédents. Donc, comme on a dit, ça c'est l'ordonnancement des activités. L'ordonnancement, ça veut dire quoi? Il y a telle activité qui doit venir avant telle activité. Donc ici, dans cet exemple précis, vous avez d'abord l'élaboration du croquis. Après l'élaboration du croquis, vous avez la construction du châssis. Après, vous avez la construction du moteur, le montage du moteur et la finition. Donc, vous voyez antécédent ici. Vous voyez ici un trait. Donc, ça veut dire qu'on doit commencer par l'activité A. L'élaboration du croquis. On doit commencer par l'activité A. Après l'activité A, vous voyez déjà antécédent devant les activités B et C. Vous avez ici A et là aussi A. Ça veut dire que tout simplement, on ne peut pas du tout exécuter les activités B et C sans au préalable exécuter l'activité A. Ensuite, vous avez dans la colonne ici antécédent ou bien antériorité B, C devant l'activité D. Ça veut dire qu'on ne peut pas exécuter l'activité D sans au préalable exécuter les activités B et C. Et vous avez devant l'activité E, ici, vous avez D. Ça veut tout simplement dire que vous ne pouvez pas exécuter l'activité E sans au préalable exécuter l'activité D. Vous avez le tracé du diagramme de Gantt. Donc l'activité A, vous avez la durée. L'activité A dure 3 jours. Voilà, ici le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Donc, on a un rectangle ici qui représente la durée de l'activité. La durée de l'activité. Donc, ça veut dire tout simplement que, ici, la longueur du rectangle est proportionnelle à la durée de l'activité. Et nous avons dit qu'après avoir exécuté l'activité A, on va commencer à exécuter les activités B et C. Donc, l'activité B, ça commence lorsqu'on va terminer l'activité A, le troisième jour. Et ça s'étale, n'est-ce pas, jusqu'au 9e jour. Jusqu'au 9e jour, ça veut dire quoi? Que vous avez ici 3 plus 6. Donc, après avoir exécuté l'activité A, on a commencé à exécuter l'activité B. Donc, 3 plus 6, la durée de l'activité B. Donc, on va jusqu'au 9e jour.
Et ensuite, vous avez l'activité C. On a dit que l'activité C, ça c'est après l'activité A. Voilà, l'activité A termine le 3e jour. Donc, l'activité C, voilà, après le 3e jour. Et nous avons ici sa durée 4 jours. Donc, 4 plus 3, ça fait 7. Et voilà, ça va jusqu'au 7e jour. Ensuite, nous avons l'activité D. On dit que l'activité D, ça c'est après l'activité, oui, voilà, attendez, vous avez ici l'activité D. Voilà, ça c'est après l'activité B, les activités B et C. Voilà déjà C qui est là, et voilà B, comme le dit dans le tableau des antériorités. Et ça dure tout simplement 2 jours. Et voilà les 2 jours. L'activité 2 dure 2 jours. Et après B et C. Vous avez maintenant ici l'activité E. On dit que l'activité E s'exécute après, comment il faut dire, l'activité D. Donc l'activité D, voilà ici, l'activité D termine ici au 11e jour et on va ajouter 8 jours. 8 jours, donc ça va jusqu'au 19e jour. Donc vous avez la durée de l'activité E qui est 8 jours. Donc 8 jours à 8 jours, on ajoute ça à 11 jours. Donc on a ici 19 jours. Donc 19 jours, ça c'est la fin du projet et la date de fin du projet, de clôture du projet. Donc après le diagramme, il faut songer à faire une légende pour que la compréhension, pour que les gens puissent comprendre. Donc les tâches critiques. Je vais revenir ici pour vous édifier. Donc observez bien ici, vous commencez par la fin. On commence par la fin. Voilà la dernière activité à exécuter. Ça c'est la fin. Et vous revenez, vous suivez les liens fin-début. Vous avez ici la fin de cette activité coïncide avec le début de cette activité. Donc les liens fin-début. Voilà, vous continuez et voilà, vous montez. Voilà, ici, vous avez aussi un lien fin-début. Donc la fin de cette activité coïncide avec le début de cette activité. Vous venez encore, vous revenez, vous avez encore un lien fin-début jusqu'au début. Donc les liens fin-début, vous suivez ces liens fin-début. Donc si le début d'une activité coïncide avec la fin d'une autre activité, donc vous avez affaire avec un lien fin-début. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de marge ici. Il n'y a pas de marge ici. La marge ici, c'est nul. Donc si vous n'arrivez pas à exécuter l'activité A en 3 jours, vous êtes obligé de décaler un peu. En décalant d'un jour, vous allez décaler ça aussi, cette activité aussi d'un jour, et vous allez décaler aussi cette activité d'un jour jusqu'à répercuter sur la fin de la date de clôture de votre projet. Donc c'est pourquoi nous disons que ces activités-là sont des activités critiques. Critiques pourquoi? Quand vous allez faire prendre un retard dans l'exécution de ces activités, ça va se répercuter sur la date de fin du projet. Par exemple ici, l'activité C n'est pas une activité critique parce que ici vous pouvez vous permettre de prendre ici 2 jours de retard. C'est pourquoi on dit que l'activité C est une activité, n'est-ce pas, qui a une marge de manœuvre, n'est-ce pas, marge libre de 2 jours ici. Voilà, donc pour une bonne compréhension, n'est-ce pas, du diagramme, il faut une légende. Voilà, en bande rouge, la légende A, B, C, D, E sont les tâches critiques. Voilà, les tâches non critiques, il n'y en a qu'une seule. Donc ça c'est la tâche C, est une tâche non critique. Parce que la tâche, n'est-ce pas, C admet une marge de manœuvre de 2 jours. Donc ça veut tout simplement dire qu'on peut se permettre, n'est-ce pas, de prendre 2 jours de retard dans l'exécution de
tâche C sans que ça ne compromette la date de fin du projet. Le chemin critique maintenant est constitué par les activités critiques. Donc A, B, D, E, ça c'est le chemin critique. La durée maintenant du projet, donc ça c'est la durée des activités qui se trouvent sur le chemin critique. Donc faites très attention, la durée du projet n'est pas toujours égale, n'est-ce pas, à la durée des activités qui constituent le projet. Parce qu'il y a des activités qui sont exécutées parallèlement. Donc quand des activités sont exécutées parallèlement, vous ne pouvez pas ajouter les durées des activités pour obtenir, n'est-ce pas, la durée du projet. Donc cette durée est supposée être la durée minimale de notre projet. Donc en conclusion, le diagramme de Gantt est utilisé pour l'ordonnancement des tâches en atelier. Et puis c'est utilisé également pour la visualisation des activités, n'est-ce pas, exécutées pour chaque poste de travail. C'est l'un des meilleurs, n'est-ce pas, outils de communication entre la direction et le projet, et puis entre la direction et les opérations. Parce qu'il faut faire une petite différence entre le projet et la gestion de projet et le management de projet. Donc direction plus gestion de projet, c'est ça qui est le management de projet. Donc c'est un outil excellent de communication entre ces différentes structures. Merci beaucoup.